OK, vous voici rendu à l'examen de fin d'année en secondaire 2 en histoire. Beaucoup de matériel. On va essayer de faire ça dans à peu près 20-25 minutes pour que ça soit clair et précis et que tout le monde soit bon et bonne. Donc, on a vu en secondaire 2, on a eu 6 modules, dont 2 étaient séparés en deux. Je m'explique. Tout d'abord, la Renaissance au début de l'année avec le mouvement humanisme, le renouvellement de la pensée, les arts, la religion, les innovations techniques. Module 2, découverte de l'Amérique. Module 3, déclaration d'indépendance aux États-Unis et révolution américaine. Ce module-là était divisé en deux, donc on a vu le module 3A, le 3B, c'était la Révolution française. Le module 4, Révolution industrielle. Module 5, colonisation de l'Afrique. Et le module 6, qui était quand même un gros chapitre, ça partait de 1914, Première Guerre mondiale, les années de prospérité, la crise économique. Oh, excusez, on va aller. Je suis passé tout droit là, bougez pas. Comme je disais, la crise économique, la Deuxième Guerre mondiale, ça c'était le module 6A et le module 6B qui était discrimination raciale aux États-Unis. Donc 6 modules, 2 divisés en 2, on a donc vu 8 parties, si on fait un calcul simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, parce que je le répète, le module 3 divisé en 2, le module 6 divisé en 2. Si on s'en va voir le plan de révision, qu'est-ce que ça donne? Nous l'avons ici, notre fameux plan de révision. Plan de révision, examen de fin d'année en histoire. Il va y avoir 2 cahiers. Les 2 vont ensemble. C'est sûr que vous allez commencer par le cahier 1, mais le cahier 1 va vous servir pour faire le cahier 2, et le cahier 2 peut vous aider par la suite à répondre au cahier 1 s'il vous manque des éléments de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, vous voyez, dans le cahier 1, pour chacun des modules, donc tous ceux qu'on vient de voir, là, ce que je viens de vous dire, les 8 sections, mais 6 modules, vous allez devoir répondre aux questions suivantes. Et c'est les questions que je vous parle depuis maintenant 2 ans, c'est-à-dire quand, où, qui et pourquoi. Donc, quand c'est, ça le dit, quand c'est arrivé, donc se situer dans le temps. Où, c'est où ça s'est passé, donc c'est situé dans l'espace. Qui, mais c'est qui participait aux événements qu'on a vus, aux modules qu'on a vus? Ben, c'est les principaux acteurs, ça peut être aussi les principaux pays, comme on va le voir tantôt. Et pourquoi? Ben, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences? Pourquoi c'est arrivé, ça le dit. Donc, c'est des liens de causalité. Là-dedans, on a aussi le changement, s'il y a des changements qui sont apparus, ou s'il y a eu une continuité, ou les deux peuvent être bons. Fait que dans le premier cahier, là, pour chacun des modules, je vous donne un exemple. Premier module, la Renaissance, l'humanisme. Donc, il faut dire quand c'est arrivé. On donne 1300 à 1650. À certains endroits, c'est 1400, 1700, 1300, 1650. Ça rentre là-dedans. Là. Ou, ben, c'est arrivé en Italie, en Europe. Par la suite, ça s'est propagé avec la France et l'Angleterre. Les principaux acteurs, ça se ressemble, mais là, vous avez des personnages. Hein. On va avoir le moine Martin Luther, qui, lui, va vouloir contester la vente d'indulgence. On se rappelle, c'était quoi la vente d'indulgence? Là, ici, on touche au qui puis au pourquoi. Là. Je vous dis Martin Luther, puis le pourquoi, c'était la vente d'indulgence. Donc, l'Église qui vendait des indulgences, c'était de l'argent qui se faisait en promettant aux gens que s'ils commettaient une faute, un péché, un crime, ben, ils seraient pardonnés. Fait qu'à un moment donné, le qui, Martin Luther, cette année de ça, il a proposé des modifications, des changements, ça a créé des insatisfactions. Et à un moment donné, on va se diriger avec une église protestante. On a aussi eu Henri VIII, qu'on a parlé en Angleterre. Lui, il voulait un héritier mâle, sa femme Catherine d'Aragon, certains petits problèmes, pas capable de lui donner un héritier mâle, tombe amoureux fou de Anne Boleyn, veut divorcer, le pape veut pas, il se sépare de l'église catholique, divorce avec sa femme, en épouse un autre, et
Tout son royaume d'Angleterre deviendra donc anglican, la religion anglicanisme. Qu'est-ce que ça donne? Une autre brisure. Donc ici, on a aussi un pourquoi. On a des qui, puis on a des pourquoi. Souvent, ils vont ensemble. C'est un exemple. Prenons-en un autre. Module 3A, Révolution américaine. Bon, ben, Révolution américaine. Quand c'est arrivé? Il y a eu la déclaration d'indépendance le 4 juillet 1976. Mais depuis 1975, il y avait des problèmes. Une guerre jusqu'en 1783. Donc, encore là, des dates à sélectionner. Où c'est arrivé? Aux États-Unis. Qui a participé? L'Angleterre contre les 13 colonies. Le roi George III d'Angleterre, contre ses colonies. Les causes, quelles sont les causes? Donc, le pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y avait trop de taxes. Les gens des 13 colonies ne pouvaient pas aller à l'ouest. On les obligeait à héberger les soldats britanniques qui n'étaient pas représentés au Parlement de Londres. Et finalement, ils se sentaient aussi devenir une nation. Fait que c'est toutes des choses qu'on a vues, qu'on va revoir un petit peu plus en détail pour le cahier 2. Tantôt, on va en parler dans le cahier 2. Mais pour le cahier 1, c'est relativement simple. Perdez pas trop de temps pour ce cahier-là parce que l'examen, vous allez voir, est quand même assez long. C'est pour chacun des modules, vous avez des associations à faire, des dates entourées, des pays à situer. Donc, c'est vraiment ici le quand, le où, le qui et pourquoi. Ça se fait rapidement. Choix de réponse, comme je disais tantôt, association, date entourée. Faites ça vite. Et avec ce cahier-là, le cahier 1, ça va vous permettre de vous aider pour le cahier 2. Pourquoi? Parce que dans le cahier 2, on reprend chacun des modules, un à la fois, et là, vous devrez répondre à d'autres questions. Donc, c'est des réponses courtes, souvent, 3-4 lignes, 3-4 éléments à écrire. Mais ces questions courtes-là, ils vont vous être proposées avec des petits textes insérés dans le document. Vous allez pouvoir lire ces petits textes-là et ça va vous aider à répondre parce que souvent, les réponses sont dans les petits textes. Par contre, très très important, on ne veut pas de copier-coller, vous devez les expliquer, les fameuses réponses, dans vos propres mots. Mais comme je vous dis, le cahier 1 peut vous aider pour répondre au cahier 2. Gardez-le proche, puis quand vous arrivez, deuxième cahier, module 1, reprenez votre premier cahier à la section module 1, allez voir votre quand, votre où, votre qui, votre pourquoi. Ça a l'air compliqué, là, mais si vous ne comprenez pas, pesez, suppose, faites-le reculer, recommencez ce que je viens de dire, vous allez voir, c'est simple. Et quand vous allez avoir les deux cahiers en main, vous allez voir, c'est quand même assez simple. Donc, si on s'en vient module par module, parce que comme j'ai dit, dans le cahier 2, on les reprend un à la fois. Premier module, la Renaissance, qu'on appelle aussi le renouvellement de la vision de l'homme. Donc, ça le dit, qu'est-ce que l'humanisme? L'humanisme, c'est un renouvellement, c'est une façon différente de penser. On va avoir là-dedans des éléments. Donc, la nouvelle façon de penser s'accompagne par une nouvelle religion. Puis, il n'y a pas juste une. Oui, on met ça, c'est les catholiques et les protestants. Là, la religion catholique se sépare, ça devient les protestants. Bon, il va y avoir, comme je disais tantôt, la religion anglicanisme en Angleterre, avec Luther, là, le moine allemand, donc la religion luthérienne, il va y avoir aussi le calvinisme avec Jean Calvin. On met tout ça dans le protestant, c'est donc une brisure ici entre la religion catholique qui amène la religion protestante. Dans les éléments de la Renaissance, on a aussi les arts qui vont se développer énormément avec Léonard de Vinci, la Joconde, Michel-Ange, on a la Pietà, la chapelle Sixtine, la création de Adam et Ève, une peinture, hein, la Pietà qui est la sculpture, rappelez-vous, de Marie avec Jésus sur ses genoux. Donc beaucoup d'éléments de la Renaissance. Et on a aussi les innovations techniques. Hein, la boussole, les cartes vont se développer beaucoup. Fait que ça a l'air compliqué, mais il faut vraiment se rappeler de ce qu'on a vu dans le module 1, s'aider des petits textes qu'il va y avoir à l'examen, s'aider du module du cahier 1 pour chacun des modules, ça devrait bien se faire. Module 2, donc on va prendre le cahier 2,
section module 1, on reprend son cahier 1, section module 2, et ça nous aide à répondre à l'expansion européenne, dans le monde, qu'on appelle aussi les grandes explorations. Quelles étaient les raisons? La principale raison, on s'en rappelle, c'est les Turcs de Constantinople qui ont bloqué le passage entre l'Occident, donc les pays européens, et l'Orient. Donc on allait chercher de la soie et des épices. Les Turcs bloquent le passage. On doit donc y aller avec une nouvelle route. Quelle est cette nouvelle route-là? Ben, c'est ici. Hein? On doit se diriger, bougez pas, ce sera pas long. On doit se diriger vers l'ouest. On va tout d'abord avoir les Portugais qui vont essayer par le sud. Ça ne marchera pas beaucoup au début, ils vont revenir. Ensuite, Christophe Colomb, au profit de l'Espagne, va arriver à Cuba. On va découvrir Cuba et éventuellement tout le continent américain. Hein? En arrivant, il se rend compte qu'il y a des gens qui vivaient un petit peu partout. Et pourquoi ces gens-là vivaient un petit peu partout? On l'a déjà dit, ont passé par le détroit de Bering il y a 10 000 ans. C'était glacé, ils sont arrivés par ici pour venir s'établir un peu partout. Hein? Fait que, qu'est-ce qui arrive? Ensuite, on va avoir les Britanniques qui vont venir s'installer sur le bord de l'eau, développer les 13 colonies éventuellement. Et les Français avec Jacques Cartier qui va découvrir, lui, un petit peu plus le nord, qui éventuellement va devenir le Québec et le Canada. Je suis allé dans l'Alaska, là, c'est pas bon ici, ça appartient aux États-Unis, là, mais vous comprenez le principe. Fait que, qu'est-ce qui arrive? Ces raisons-là, c'est parce que les Turcs avaient bloqué le passage ici, à Constantinople, donc en Turquie. Les Européens ne pouvaient plus aller chercher des produits en Inde, en Chine, donc dans la section asiatique. Ensuite, on a eu aussi les gens avec Henri le Navigateur là, au Portugal qui voulait développer du commerce maritime. Donc, c'est des raisons pour entreprendre les grandes explorations. Les motivations, maintenant, un coup qu'on entreprend ou qu'on veut entreprendre les explorations, c'est quoi les motivations? C'est des motivations pour le roi et la reine, donc agrandir leur territoire. Pour les explorateurs, c'est le prestige. Pour le clergé et les gens de l'Église catholique, c'était aller évangéliser les habitants du Nouveau Monde. Les marchands voulaient faire des profits dans leur commerce. Fait que ça, c'est les motivations. Théorie héliocentrisme, on en a parlé. C'est le Soleil maintenant qui est le centre de la Terre, alors qu'avant on pensait que c'était justement le Soleil est le centre de l'univers. Hein? Pas de la Terre, là, je recommence. Le Soleil est le centre de l'univers, alors qu'avant on pensait que c'était la Terre qui était le centre de l'univers. Là, on se rend compte que le Soleil est au centre de l'univers et que là, c'est un système solaire qui est autour, dont la Terre fait partie. Donc, c'est un peu moins prestigieux, là, héliocentrisme. Géocentrisme, les gens pensaient que la Terre, c'était le centre du monde. Finalement, on se rend compte que la Terre tourne autour du Soleil. Et on en a parlé un petit peu tantôt, les relations entre les Européens et les Amérindiens. Au départ, c'est des relations très, très cordiales, très, très gentilles. Tout le monde s'entend bien, on s'échange des petits cadeaux, on essaie de se comprendre, tout va bien. Il y a même des Amérindiens qui vont venir en Europe, ils vont apprendre la langue, ils vont retourner chez eux, ça allait bien. Mais à un moment donné, ça va se mettre à mal aller, surtout dans le sud, avec les Incas, les Mayas, les Aztèques qui vont être exterminés totalement parce que les Espagnols vont les réduire à l'esclavage et ils vont vraiment pas être gentils avec eux. Fait qu'éventuellement, ça va amener le groupe ethnique va être complètement anéanti, donc ça finit pas très bien. Fait que ça, c'est un peu les relations au début qui étaient bonnes et qui vont se compliquer par la suite. Allons-y avec le module 3. Comme je dis, j'essaie de faire ça vite là, pour pas non plus trop vous étourdir, mais c'est quand même une année qu'il faut expliquer rapidement. C'est beau faire des capsules, mais ça fait beaucoup de matériel. Révolution américaine, module 3A. Donc, encore une fois, on reprend notre cahier 1, puis on est capable de savoir où, quand c'était, parce qu'on a répondu tantôt. Donc, ça nous aide avec le cahier 2. Donc,
Les causes de la Révolution américaine, quelles sont les causes? On en a parlé tantôt. Je vous ferai revenir le document au début. Là, je vous les répète rapidement. Là, interdiction d'aller à l'Ouest, obligation de payer des taxes. Il n'était pas représenté à Londres. Il était obligé d'héberger des soldats britanniques quand ça s'est mis à mal aller. Et il y avait aussi le sentiment qu'il devenait vraiment une nation indépendante, d'où la liberté, l'égalité, la justice, les fameuses couleurs du drapeau. Le bleu pour l'égalité, le blanc la liberté et le rouge la justice. Pourquoi les Américains vont réussir à gagner alors qu'ils étaient beaucoup moins nombreux, qu'ils étaient beaucoup moins équipés, beaucoup moins entraînés? Ben, c'est vraiment la détermination avec la petite stratégie du coup d'épingle, des petits coups, petit peu, tout le temps. On va épuiser les Britanniques, on leur tendait des embuscades, on leur tendait des pièges avec la ruse. C'est ce qu'on appelle la stratégie du coup d'épingle. Les Américains vont finalement vaincre le géant britannique avec George III, qui était le roi, qui était pas gentil, alors que les Américains, avec leur milice et les gens qui vont s'impliquer, et leur général George Washington, vont gagner. Il va quand même avoir des conséquences néfastes à ça. Entre autres, il y a beaucoup de loyalistes. Donc, les gens qui veulent rester fidèles à l'Angleterre, eux, vont quitter les États-Unis. Et le côté positif, c'est qu'ils vont venir s'installer au Canada, surtout dans les cantons de l'Est, dans le bout de l'Estrie, Sherbrooke et Granby. Quels sont les changements qui surviennent? Ça devient une première démocratie en Amérique. On va faire la Constitution, oui, il y a eu la déclaration le 4 juillet 1776, mais on va réussir en 1783 à mettre fin à la guerre. Et là, 1787, la Constitution, 1789, les petits amendements. Et éventuellement, ça va vraiment devenir une démocratie en Amérique, toujours selon les trois grands principes, liberté, égalité, justice. Si on va faire le module 3B, Révolution française, qu'est-ce que la Révolution française? Même chose, on a des causes. On reprend toujours à l'examen, lorsqu'on va être là, notre cahier 1 pour nous aider à faire le cahier 2. Donc, comme je vous dis, ça sauve du temps et les réponses sont déjà le cahier 1 qu'on a associé par des choix de réponses. Maintenant, il faut les écrire. Comme je dis, il va y avoir des petits textes qu'il faut lire, mais les réponses vont être là. Donc, qu'est-ce que ça donne? Les causes. On est venu aider les Américains dans leur guerre. On a eu beaucoup de famines dues aux mauvaises conditions météo. Donc, des hivers très froids, très glaciales. Le blé n'a pas réussi à pousser, le blé d'hiver et le blé de printemps. Lorsqu'on est arrivé à l'été, on a eu des famines en raison des sécheresses. Donc là, c'était l'inverse. C'était très chaud. Le blé, qui était l'aliment de base pour le pain, ne poussait pas. Le coût de la vie était très cher. Pendant ce temps-là, on avait les nobles et le clergé. Donc, le clergé, les gens de l'Église, les nobles, qui, eux, ne payaient rien. C'était le tiers-État qui devait payer. Qui est le tiers-État? C'est le peuple. Ce qui nous amène aux fameux groupes sociaux que je viens de dire par le fait même. La noblesse, le roi et la reine et tous les gens riches qui possédaient des grands domaines et la richesse de la France. Le clergé qui, eux aussi, possédait une énorme richesse, et le tiers-État, qui était le peuple, qui, eux, devait payer et au clergé et aux nobles. Et ces gens-là refusaient l'abolition de leurs privilèges, ce qui, avec tous ces événements-là, donc manque d'argent à cause de la Révolution américaine que les Français sont venus aider, les famines, les sécheresses, la reine et le roi qui veulent rien entendre, la reine fait des folles dépenses, les nobles refusent d'abolir leurs privilèges. À un moment donné, le 14 juillet 1789, ça amène la Révolution française, qui nous amènera les changements qui vont survenir. Quels sont ces changements? Eux aussi, éventuellement, au mois de février 1793, on va envoyer le roi à la guillotine. Au mois d'octobre 1793, on va envoyer la reine à la guillotine. Après ça, période un peu de turbulence, on va avoir Napoléon qui va arriver, qui va essayer de ramener ça avec une empire, puis de se proclamer empereur. Ça va marcher un certain temps, finalement, ça va tomber. Tout ça pour dire qu'éventuellement, on va arriver aussi avec le bleu, blanc, rouge, donc liberté, égalité, justice. On avait aussi fraternité dans le cas de la France, mais ça amène aussi une démocratie en France. Le module 4, beaucoup de matériel. Module 4, l'industrialisation, révolution économique et sociale. L'évolution des modes de production et les nouvelles sources d'énergie
quels sont les modes de production. Avant, ben, c'était quoi? C'était l'artisan qui travaillait dans son atelier puis qui vendait ses produits. Maintenant, on a une évolution, c'est-à-dire qu'on a des machines spécialisées, mécanisées. On va avoir du travail à la chaîne, on va avoir beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de productivité, donc on produit plus de biens. Et cette façon de produire plus de biens avec des outils mécanisés, ça nous amène... qu'est-ce qui nous amène ça, dans le fond? C'est la découverte de la nouvelle source d'énergie qui est le charbon. Hein, le charbon qui va provoquer la vapeur. Donc, qu'est-ce qui arrive? On peut avoir des machineries beaucoup plus performantes. Donc, le charbon et la vapeur avec la machine à vapeur, ça amène une explosion rapide dans ce qu'on appelle l'industrialisation. Les groupes sociaux, quels sont les groupes sociaux et leur rôle? Donc, un peu comme on voyait là tantôt, on parle du qui, donc encore là, on ramène notre cahier 1, puis on est capable de trouver les qui. Groupes sociaux, donc on a encore une fois la noblesse. On va avoir la bourgeoisie, donc qui est près de la noblesse, mais un petit peu moins riche et qui va vivre à la ville et qui va posséder les entreprises et par le fait même vont diriger les entreprises et ça ne va pas toujours être de bonnes conditions pour les ouvriers, qui est le troisième groupe social, donc c'est la classe ouvrière. Donc je répète, groupes sociaux lors de la révolution industrielle, noblesse, bourgeoisie et la classe ouvrière. Et là, ben, ça nous amène justement l'évolution des conditions ouvrières dans le temps. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les ouvriers, la classe ouvrière, à un moment donné, ont absolument aucun droit, aucun privilège. Il n'y avait rien. Ils pouvaient être congédiés à tout moment. Une femme tombe enceinte, ben, elle est congédiée. Pas de congé de maternité, ça le dit. Pas de congé de maladie, pas de congé tout court finalement. On travaillait des heures de fou. Ça pouvait être de 6 heures le matin à 6 heures le soir avec presque pas de temps pour dîner. Des fois même à certains endroits, c'était du lever du soleil au coucher du soleil. Donc imaginez l'été, c'était des heures incroyables. Si quelqu'un se plaignait ou qui ne travaillait pas, congédié, on en engageait d'autres parce que les gens quittaient les campagnes pour aller dans les villes. Donc ça devenait l'urbanisation. Ce qui fait que le syndicalisme, les syndicats vont arriver et avec le temps, ils vont réussir à avoir des gains, ils vont réussir à avoir des améliorations. Ce qui fait que les enfants, ben, on va mettre des âges limites pour les faire travailler et des nombres d'heures limites aussi. On va mettre des âges obligatoires pour la fréquentation scolaire. Les femmes, on va leur donner des congés aussi de maternité. On va avoir plein de petits gains comme ça. Les femmes qui ont toujours été payées moins cher et les enfants qui étaient payés moins cher qu'un homme, bon, on va essayer tranquillement d'égaliser, même si ça prend encore plus de temps, excusez, puis qu'encore aujourd'hui, dans certains domaines, là, on n'a pas l'équité salariale, mais tranquillement, ça s'en vient. Donc, c'est l'évolution des conditions ouvrières. Encore là, beaucoup de choses. Vous pouvez, je suppose, revenir, là, comme je dis, je fais ça vite, ou m'écrire et me poser des questions, je vous répondrai. Et finalement, toujours dans ce module-là, ben, c'est comparer notre société, hein, ce qu'on parlait tantôt là, des changements et continuités. Donc, vous pourrez dire est-ce qu'il y a une continuité ou est-ce qu'il y a eu des changements. Donc, toujours par rapport aux conditions ouvrières, donc aujourd'hui par rapport aux années 1800. OK? Donc, toujours, hein, je dis, vous avez des petits textes qui vous aident, mais c'est toujours le fun de se faire nos propres réponses pour sauver du temps et l'écrire dans nos mots surtout et pas faire du copier-coller. Module 5. Module 5, ça sera pas long. On descend ou on monte, là, tout dépendant. Qu'est-ce qu'on a dans le module 5? Voilà, on a l'expansion du monde industriel, ce qu'on appelle la colonisation de l'Afrique et de l'Asie, donc les pays africains et les pays asiatiques. C'est sûr qu'on s'est plus intéressé dans le cadre de notre cours aux pays africains, mais on a aussi les pays d'Asie. Qu'est-ce que ça donne? Ben, les pays qui vont coloniser l'Afrique et l'Asie, c'est qui? Ben là, c'est l'Angleterre, la France, les deux grandes puissances. Vous voyez, je vous écris qu'il y a une nouvelle puissance montante, qui est l'Allemagne, qui va avoir un grand rôle à jouer dans la colonisation de l'Afrique et l'Asie.
Et c'est sûr qu'il y avait aussi le Portugal, la Belgique, l'Espagne, l'Italie qui ont essayé d'aller coloniser des pays en Afrique et en Asie. Mais ça reste que les grandes puissances, ben c'est qui? C'est l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Encore une fois, quand vous allez avoir fait votre cahier 1, vous allez avoir des choix de réponse. En écoutant la capsule, ça va vous aider pour les choix de réponse. Et là, vous ramenez votre cahier 1 à la section module 5 pour faire votre cahier 2 à la section module 5. Et ça va vous aider à répondre à des questions. Quelles étaient les motivations européennes pour aller coloniser ces nouveaux territoires-là qui sont en Afrique ou en Asie? Ben, ça ressemble un petit peu au module 2, c'est-à-dire, encore une fois, les rois et les reines, dans ce cas-ci, c'était plus des rois, voulaient avoir beaucoup de prestige, les marchands veulent faire des profits, les entreprises aussi veulent faire des profits. On a aussi des notions militaires qu'on veut avoir d'autres territoires si jamais il y a des guerres. On a aussi même des pressions démographiques, c'est-à-dire beaucoup de gens qui vont aller s'établir en Afrique. Il y en a qui vont avoir des résidences secondaires, des chalets. Il y en a d'autres qui vont vivre là puis vont faire carrière là-bas. On n'a qu'à penser en Afrique du Sud où on a une grosse population blanche alors qu'à la base c'était des Noirs. Puis malheureusement pour les Noirs d'Afrique du Sud, là, ils vont être discriminés longtemps. Dans le nord de l'Afrique, c'était surtout des Français, mettons avec le Maroc, l'Algérie. Encore une fois, on a des gens qui parlent français là-bas. Et c'est vraiment en raison de cette nouvelle arrivée de personnes qui va s'établir dans les pays, soit d'Afrique du Sud pour les Britanniques, soit d'Afrique du Nord pour les Français. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est les changements et la continuité pour les pays colonisés. Donc, avant, qu'est-ce qu'on avait? On était capable de se diriger, hein? On avait une certaine élite noire, là, une certaine élite locale, qui était capable de s'arranger. Mais quand les puissances européennes débarquent là, puis qui vont vraiment discriminer et discréditer les élites noires, ils leur disent que les Blancs sont bien meilleurs, sont plus instruits, en plus sont plus forts militairement. C'est ce que les Noirs étaient une sous-race et que les Blancs étaient une race supérieure. Qu'est-ce qui arrive? On leur force à faire du commerce comme on veut. On les force à parler la langue du pays colonisateur, soit le français pour la France, l'anglais pour l'Angleterre. On va même leur amener la religion catholique, on va leur apporter l'éducation européenne. C'est vraiment des gros bouleversements à des pays qui n'étaient pas habitués et qui ne s'attendaient pas à ça. Ce qui fait que après, qu'est-ce qui arrive après? C'est très difficile lorsque les Européens quittent pour retourner en Europe parce qu'il va y avoir la Première Guerre mondiale et après ils ne reviendront pas parce qu'il faut reconstruire, puis il va y avoir la crise économique, ce qui fait qu'éventuellement les pays africains essaient d'avoir leur autonomie, il y en a qui l'ont, mais c'est difficile, c'est pour ça qu'on a beaucoup de pays sous-développés, parce qu'on n'a jamais été capable de se gouverner seul. Fait qu'il y a beaucoup de gouvernements corrompus. Oui, il y en a des pays. C'est pour ça, des fois, on a des gens qui arrivent de ces pays-là et qui sont capables de parler français ou anglais, puis pourtant, c'est des gens des pays africains. Ils ont ce petit héritage-là, mais c'est vraiment pas facile de se développer économiquement et politiquement pour les raisons que je vous ai dit. Et finalement, on arrive au module 6, qui est la reconnaissance des libertés et des droits civils. Même chose, on reprend notre cahier du début, le cahier 1, dans le but de nous aider à faire notre question longue, parce que là, qu'est-ce qu'on a ici? On a une question longue. Donc, quelle est la question longue? Excusez, on enlève ça. Voilà. Reconnaissance des libertés et des droits civils. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, il est écrit, cette question correspond à une question longue que vous devez composer. Il vous faut, dans votre texte, expliquer les causes et les conséquences, soit de la présence nazie en Europe, ou soit du racisme, ou si vous préférez, de la discrimination raciale aux États-Unis. Votre texte doit avoir 3 causes, 3 conséquences, 125 mots minimum. Sûrement qu'il y en a qui vont en faire plus.
Fait que qu'est-ce qui arrive? Il est écrit, vous devez indiquer dans le tableau ci-dessous, qui est à l'autre page, là, que vous allez voir, 3 causes et 3 conséquences. Peu importe si vous prenez le choix 1 ou le choix 2. Regardez bien, on s'en va là. Regardez bien, comme il nous disait. Comme ça, on s'en va là. Voilà. Vous devrez cocher le sujet choisi. Si jamais vous prenez présence nazie en Europe, vous cochez ça comme ça. Et là, vous parlez des causes. Donc, les causes, c'est que vous partez de la Première Guerre mondiale. Vous pouvez même partir avant Hitler, sa vie pas facile. Ses parents sont décédés. Puis là, il voulait se faire accepter au musée des Beaux-Arts. Finalement, ça ne marche pas. Il s'en va pour se faire accepter dans l'armée. Ça ne marche pas. Finalement, il va réussir à être enrôlé comme messager. Puis là, il va avoir une croix pour la bravoure. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Il est blessé. Puis pendant qu'il est à l'hôpital, il se rend compte que c'est un général juif qui met fin à la Première Guerre mondiale, qui fait que l'Allemagne se rend. Et là, ça l'insulte. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il va décider de prendre le pouvoir petit à petit. Puis là, vraiment discriminer les Juifs. Il leur enlève leurs droits, enlève les libertés aux Juifs. Il veut agrandir son territoire parce que lui, dans sa tête, la race aryenne, c'est une race supérieure, hein? Une race de grandes personnes blondes, les yeux bleus, alors que c'est spécial, lui, c'est un petit moustachu avec les cheveux noirs, mais en tout cas, lui, il voyait ça comme ça. Et qu'est-ce que ça va donner comme conséquence? Ben, c'est vraiment la guerre mondiale, l'extermination de Juifs, les pays en Europe qui sont discriminés et qui vont devoir reconstruire. Donc, beaucoup, beaucoup de conséquences. Si jamais, parce que là, je ne peux pas tout vous dire les réponses non plus, s'il y a des choses, vous me posez des questions, vous m'écrivez et je vous réponds. Qu'est-ce qui arrive? Discrimination raciale aux États-Unis, si jamais vous choisissez ça. Et là, vous pouvez partir ici en parlant. Vous pouvez même commencer au commerce triangulaire, là, hein, que les Européens allaient chercher des Noirs en Afrique, ils les amenaient travailler dans les champs aux États-Unis, dans le sud, puis que là, ils amenaient les produits en Europe pour revendre ça, puis ainsi de suite, commerce triangulaire. Vous pouvez parler de la guerre d'indépendance. À la fin de la guerre, les Noirs devaient être égaux. Finalement, c'est pas ça qui arrive. Après ça, vous pouvez parler de la guerre de sécession, donc guerre civile entre le Nord et le Sud, alors qu'Abraham Lincoln avait aboli l'esclavage, mais les États du Sud veulent absolument pas parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre noire pour travailler dans les champs de tabac au coton. Donc, ils vont se révolter contre les États du Nord. Finalement, le Nord va gagner. Là, on veut donner les droits aux Noirs. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Les gens sont encore très, très, très racistes. Donc, les Noirs devaient s'asseoir en arrière des autobus, pas aller dans les mêmes restaurants. Ils n'avaient même pas le droit d'utiliser la même buvette. Le même abreuvoir dans les endroits publics. Ça va vraiment pas bien. Fait que, qu'est-ce qui arrive? On a aussi le Ku Klux Klan, un groupe extrémiste qui va vraiment martyriser les Noirs avec une discrimination incroyable. Et là, ben, tranquillement, on essaie d'avoir des droits de vote, des droits de liberté civile. Et qu'est-ce qui arrive là? On a Martin Luther King, il ne faut pas se tromper avec Martin Luther du début. Là. Martin Luther King, qui est un pasteur noir qui, lui, va y aller avec vraiment des moyens de pression pacifiques dans le but de mal faire paraître les autorités, l'armée et la police blanche des États-Unis. Éventuellement, ça va marcher, la population mondiale va être intéressée à ça. Et finalement, les Noirs vont avoir des droits. Hein, c'est pas facile. On se rappelle le film qu'on a vu, là, l'acceptation des premiers Noirs dans les écoles. On a qu'à penser aussi à Rosa Parks, qui, elle, ne voulait pas céder sa place à un blanc dans l'autobus alors que c'était une noire. Elle va être arrêtée. Finalement, il va y avoir tout un mouvement de boycott. Donc, vous voyez, vous avez énormément de matériel pour les causes et les conséquences. Fait que c'est vraiment la question longue. Et j'ai oublié de vous dire tantôt, dans le cahier 1, vous allez voir, cahier 1, vous avez une petite section où il faut être capable de situer, on va effacer ça, les principaux océans et les principaux continents. Donc, océan Pacifique, qui est des deux côtés, océan Atlantique, océan... excusez, là, ça marche pas mon affaire. Excusez, ça.
marche pas là. Je recommence mon affaire. C'est ici, là. Ici, c'est pas l'océan Atlantique, là, excusez, c'est l'océan Arctique, méchante erreur. Hein? Si on recommence au début, là, pour être sûr, je m'excuse, j'étire le temps, là, mais on recommence. Océan Pacifique des deux côtés. Océan glacial Arctique, ARC, n'oubliez pas, TIQE. Ici, là, finalement, on a l'océan Atlantique, c'était vraiment mon erreur tantôt. L'océan Indien. Et ici, bon, habituellement, l'océan Atlantique se poursuit, l'océan Pacifique se poursuit, l'océan Indien se poursuit, mais dans certains livres, sur certains sites, vous ferez les expériences, vous allez voir, là, ici, il y a certains endroits qui disent que c'est l'océan Antarctique. Dans certains sites, ils disent qu'il y a 4 océans, 1, 2, 3, 4. Celui-là, c'est le même parce que c'est le Pacifique. Et à certains endroits, ils disent que lui, ici, l'océan Antarctique, correspond à un océan. Vous allez voir, là, c'est écrit là, dans le cahier 1. Et finalement, les continents. Donc, mettons qu'on prend une petite couleur ici là, pour faire différent. Donc, l'Amérique. Donc, l'Amérique, hein, on a nord, centre, sud, mais en bout de ligne, c'est tout le même continent. Ensuite, Europe, Asie. Encore là, il est divisé en deux, mais on s'entend pour dire que ça peut être l'Eurasie. Ici, on a l'Afrique. Ici, on a l'Océanie, hein, avec ici là, la Nouvelle-Guinée, l'Australie, des îles, ainsi que la Nouvelle-Zélande, mais c'est l'Océanie et finalement l'Antarctique qui est un continent. Parce que si la glace fondait, en dessous, c'est de la terre. Alors qu'ici, si la glace fond, c'est de l'eau. C'est pas pareil. Okay? Donc, une dernière fois, pour être sûr que tout le monde est bon, on recommence. Les océans. On va le mettre en bleu pour faire de l'eau. Donc, Pacifique, Arctique, Atlantique, Indien, Pacifique, parce que c'est la suite, parce que la Terre est ronde. Et dans ce cas-ci, on a l'Antarctique, comme je disais tantôt, c'est pas toujours pareil. Et allons-y avec du brun pour la Terre. Donc, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique et l'Antarctique. Voilà, vous avez eu toute une année dans cette capsule. Bonne chance, bonne étude. Amusez-vous. S'il y a quelque chose, vous communiquez avec moi. Bye bye.